C'est l'image de lui qu'il appréciait le plus. Un héros de cinéma dans le rôle du père de l'Union soviétique. Celui qui a vaincu Hitler. Un homme honoré par son peuple, comme celui qui a transformé son pays en première puissance mondiale. Staline dirige la Russie d'une main de fer pendant près de 30 ans. Le culte que lui voue son peuple est l'emblème de toute une génération. Dans l'histoire contemporaine, personne mieux que lui ne parviendra à substituer sa véritable personne à celle montrée par la propagande. Joseph Staline, le criminel. Ses victimes gisent par millions sur le sol de l'ancienne Union soviétique. Des bannis, des déportés, des esclaves, des personnes mortes de faim. Pendant près d'un quart de siècle, le dictateur terrorise son peuple. Jusqu'à sa mort en mars 1953. Paradoxalement, le peuple qu'il n'a cessé d'oppresser de son vivant le pleure. Pour moi, ce jour était le jour du désespoir. Je pensais que tout allait empirer. Jamais dans l'histoire, autant de larmes auront été versées à la mémoire d'un tyran. Peu de familles ont échappé au règne de terreur de Staline. J'ai perdu tellement de proches. Je ne pourrais pas vous donner d'explication logique. Mais moi aussi, j'ai pleuré. Ah oui, j'ai pleuré. Pendant 1 minute, les sirènes retentissent sur le monde communiste. Le mythe ressurgit pour la dernière fois, comme un fantôme. Ce n'était pas le véritable Staline que nous pleurions ce jour-là. C'était le mythe. La légende de Staline. Tout ce qui a pu se passer, se dire, se décider dans le bureau du despote au Kremlin restera cependant caché aux yeux du peuple soviétique. Il donnait des instructions spéciales pour les tueries. Il dressait des listes de tous ceux qui devaient être exécutés dans chaque district administratif. Il ordonnait également des vagues de déportation dans les camps de travail. Sur les 366 listes de morts en sursis signées par Staline au crayon rouge, il y a 44 000 noms. De temps en temps, le dictateur raye un nom, le salut. Il n'y avait pas un seul châtiment dont Staline n'était pas au courant. Et les gens écrivaient des lettres où on pouvait lire « Si Staline savait ce qui se passe, ça n'arriverait pas ». Le mythe. Staline, l'ami du peuple et en particulier des enfants. Des enfants avec des bouquets de fleurs. Son plaisir favori. Ce genre de photographie d'hommes posant aux côtés d'enfants est un signe caractéristique de cruauté. Un autre dictateur connaissait lui aussi l'avantage procuré par les apparitions publiques aux côtés d'enfants avec des fleurs. Il leur donnait une tape amicale sur la tête et pour lui, ça lui donnait le droit et la légitimité de faire toutes ces horreurs. Tout commence en janvier 1936 avec Angelzina Markizova, la fille d'un fonctionnaire du parti en Sibérie. Avec cette photo. Staline passait pour le meilleur ami des sculpteurs, des auteurs, des artistes en général. C'était de notoriété publique. Mais personne ne le voyait encore comme l'ami des enfants. Cette image a commencé avec moi. Et on pouvait voir cette photo absolument partout.
Plus tard, un sculpteur du nom de Lavrov est venu dans ma ville natale. Il a fait une sculpture de Staline avec une petite fille dans ses bras. Et il avait mis cette inscription. « Merci, camarade Staline, pour m'avoir donné une enfance si heureuse. » Magnifique. Mais derrière cette sculpture se cache le vrai visage du dictateur. C'est le 11 décembre 1937 qu'il se dévoile au grand jour. Comme tous les jours, Angèle Zina revient de l'école. Ma mère m'a dit bonjour et m'a raconté que mon père avait été arrêté. Je ne devais pas m'inquiéter. Il n'était pas un ennemi du peuple et il serait bientôt libre. Mais il n'est jamais revenu. Les hommes de main de Staline soupçonnent le commissaire du peuple d'être un espion à la solde des Japonais. Il est finalement exécuté. Ce jour a marqué la fin de mon bonheur, de mon enfance heureuse. Staline, le dieu rouge. Les monuments à son effigie veillent sur chaque village. Voici l'art des soviets. Aujourd'hui, ces sculptures s'entassent dans des pièces poussiéreuses, dissimulées à l'abri des regards. Elles sont devenues des pièces de collection. Le théâtre du Bolchoï de Moscou, le 21 décembre 1949. Staline fête son 70e anniversaire. Staline est monté sur scène le premier. Croyez-moi, c'était un tonnerre d'applaudissements. La foule était carrément hystérique, comme en transe. Tout le monde criait « Père du peuple, nous t'aimons tant. Père du peuple, nous t'aimons tant. » La célébration a été préparée des mois à l'avance. C'est l'apothéose du culte voué à Staline. La fête s'est déroulée au théâtre du Bolchoï. Comme à l'accoutumée, les enfants sont entrés au pas, puis ont chanté et récité des poèmes en son honneur. Nous l'avions répété des dizaines de fois. À cette époque, Staline était considéré comme un dieu. C'est ce qu'on inculquait aux enfants. Mon enfance a débuté et pris fin avec cet état d'esprit. La Géorgie est un pays rugueux au pied du Caucase. C'est ici que Staline est né sous le nom de Yossif Vissarionovitch Diougashvili. Sa date de naissance, en revanche, a été modifiée. La vérité se trouve dans le registre des naissances. Le dictateur est né le 6 décembre de l'année 1878, un an avant sa naissance officielle. Staline a tout fait pour effacer sa trace, de sorte que de son vivant, personne ne puisse faire des recherches sur lui. Il a changé les dates de naissance et de décès de son père, ainsi que les dates clés de sa vie. La maison de ses parents, à Gori, aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Dans les années 30, un musée y est construit. Ce que la visite ne montre pas, c'est la terrible vérité. Son père, un cordonnier alcoolique, bat le petit Yossif tous les jours. La mère, stricte et pieuse, l'inscrit finalement à l'école religieuse de Gori. C'est lui, rangé du haut au centre.
Ici, le jeune Hitler, même visage confiant. Curieuse coïncidence, il se trouve exactement à la même place sur la photo. 4000 km à l'est de Braunau. On voit Staline en fils dévoué. Là encore, une hypocrisie, une imposture. Un projet de film sur la mère de Staline voit le jour. Mais lorsque le dictateur apprend le tournage, il ordonne son arrêt immédiat. Voici le bout de film resté intact. L'image est là, mais le son manque. Au cours des 40 dernières années de sa vie, Staline ne rendra visite à sa mère qu'une seule fois. Staline n'avait quasiment aucune relation avec sa mère. De temps en temps, il la traitait même de vieille traînée devant ses camarades du parti. Les funérailles de sa mère dans la ville de Tiflis, aujourd'hui Tbilissi, en Géorgie. Nous sommes en 1937. Staline envoie une couronne. Même en ce jour funeste, il refuse d'être à ses côtés. De son vivant, sa mère n'a jamais fait de reproche à son fils. Elle connaissait trop bien son caractère. Elle n'était pas stupide. Au plus fort de son pouvoir, elle lui a dit « Dommage que tu ne sois pas devenu prêtre ». C'est mot pour mot ce qu'elle lui a dit, et je trouve la réflexion très pertinente. À l'âge de 14 ans, sa mère l'envoie au séminaire de Tiflis. Il y restera 3 ans. Il n'a que du mépris pour ses enseignants. Il découvre l'œuvre de Marx, qui devient rapidement sa Bible. Il se rend très vite compte que cette religion qu'il méprise par-dessus tout doit être remplacée par d'autres préceptes. Le peuple russe tout entier doit se fier à une autre croyance. Il a besoin d'un nouveau tsar, d'un père. Le peuple croit en la puissance de ces icônes. Elles sont accrochées au mur de chaque foyer. Staline entend bien les faire disparaître. 30 ans après son passage au séminaire, il est le nouveau tsar de Russie. Son portrait est venu remplacer celui de Dieu. L'icône n'était plus la même. C'était inévitable. Le pouvoir, tout comme la foi de ses concitoyens, reposait sur lui. En vertu de la nouvelle croyance, Staline fait dynamiter les églises. Le dictateur ne tolère aucun autre dieu susceptible de lui faire de l'ombre. Pour fêter l'avènement de leur dieu rouge, les pèlerins se ruent dans les nouveaux temples que sont les musées de Staline. Au mur, de nouvelles icônes, des images de la vie de Staline. Sa carrière débute à l'observatoire de Tiflis, comme météorologue. Ce sera son seul métier, et il l'exercera pendant 2 ans. Il est chargé de contrôler les données enregistrées par ses collègues. Djougashvili, sa signature. Son métier, une simple ruse. Le jeune révolutionnaire veut renverser le tsar, un géant aux pieds d'argile. Un géant issu de la dynastie des Romanov, qui règne depuis 3 siècles. Pour lui, une bande d'aristocrates paresseux. Danse sur un champ de mine. La Russie est une véritable poudrière. À Tiflis également, le peuple se soulève. Mais la police tsariste parvient pour l'instant à rétablir l'ordre. Djougashvili, l'un des instigateurs et meneurs, est arrêté. Voici l'avis de recherche. Bientôt, il deviendra Staline, l'homme d'acier. Sa peine, le bannissement. Il le sera à 6 reprises au cours des 2 décennies qui précèdent le renversement. Un lieu de bannissement typique de l'époque, Solvitchegodsk, dans le nord de la Russie. Staline s'y installe avec cette femme, Maria Kouzakova. Voici quelques images tournées 25 ans après.
L'exilé a tout de même le loisir de discuter avec ses camarades, d'envoyer des lettres. Il a également du temps pour les liaisons amoureuses. Staline a un enfant illégitime avec sa logeuse. C'est l'un de ses plus grands secrets. L'existence de cet enfant resta longtemps cachée. Mon père m'a raconté que la femme de Staline lui rendait souvent visite pour lui parler. Un jour, elle lui a dit « Je sais que Iosif Vissarionovitch a un fils et que ce fils, c'est toi. » Voici Maria Kouzakova, aux côtés de Constantin, le fils de Staline, et de son petit-fils Vladimir. Avec l'aide de son père, Constantin parvient à entrer au comité central. Il y a plusieurs années, je suis allé à Solvitchegodsk. J'ai vu la maison dans laquelle mon père a grandi. J'ai aussi vu le landau dans lequel Staline me berçait. Staline réussit une nouvelle fois à s'échapper. Il prend le train comme n'importe quel passager, et cela sous les yeux de la police tsariste. Un mystère toujours inexpliqué qui fait la part belle à toutes les suppositions. Staline a réussi à s'échapper avec une facilité déconcertante. Il y a un rapport qui explique qu'il avait préparé sa fuite et qui donne des renseignements sur la route qu'il a empruntée et comment il s'y est pris. C'est comme si les autorités l'avaient délibérément laissé s'enfuir. Elles lui ont même donné la possibilité de le faire. Le but de cette manœuvre, retrouver Lénine. Contrairement à Staline, le leader de la révolution russe vit en exil en Europe. Le mythe de Staline naît avec ces images. Le frère d'armes de Lénine est le seul sur qui le leader révolutionnaire peut s'appuyer pour mener à bien son renversement. Saint-Pétersbourg, 1917. Le tsar a été renversé, mais la jeune démocratie russe a un sérieux adversaire à la succession, Lénine, l'agitateur. Cependant, il n'existe aucune image de son prétendu frère d'armes, Staline. Staline n'a joué qu'un rôle mineur dans la révolution d'octobre. On ne l'a pas vu prendre part au putsch d'octobre. Il n'était pas présent. Staline dans un rôle de révolutionnaire. Ce n'est que dans le scénario d'un film que cette scène est possible. Le soir de la Révolution, le 25 octobre 1917, Staline avait été invité à boire le thé dans la famille de sa petite amie. Il a passé la nuit à boire du thé, à raconter des histoires drôles et des blagues géorgiennes. Dehors, les soldats bolcheviks s'emparent du palais, le siège de l'Assemblée nationale russe. Voici les toutes premières images de 70 ans de dictature communiste. Ce qu'on voit dans les films, cette vision artistique faite de vers et de prose, n'est que pure invention. Staline n'a jamais joué ce rôle. Plus tard, c'est le dictateur lui-même qui réécrira son histoire pour le cinéma. Une histoire où on le voit aux côtés de Lénine. Ce film est un original. Lénine décède en 1924. À ses funérailles, Staline apparaît pour la première fois devant une caméra. Avant sa mort, Lénine avait pris ses distances vis-à-vis de Staline. Il avait critiqué son caractère brutal et cherchait à l'éloigner du pouvoir central des soviets. Mais les autres révolutionnaires voient dans le futur dictateur un bureaucrate de valeur, parfait pour remplir les tâches ingrates. Personne n'avait fait attention à Staline.
C'est pour cette raison que la farouche volonté de Lénine de voir Staline écarté du poste de secrétaire général n'a pas été respectée, ni même prise en compte. Les héritiers de Lénine passent outre sa volonté. Ils confirment Staline dans ses fonctions de secrétaire général. Une décision qu'ils vont amèrement regretter. Les circonstances sont simples. Il y avait beaucoup d'hommes plus intelligents et talentueux que Staline dans l'entourage de Lénine. C'est ce qui a fait la force de Staline. Personne ne s'attendait à le voir embrasser une telle carrière politique. En apparence, tous les leaders sont logés à la même enseigne. Staline reste à sa place dans le groupe. Il n'est pas encore prêt à gouverner. Quand Staline est arrivé au pouvoir, il ne savait pas comment bouger et avait du mal à s'exprimer. Il préférait adopter un profil bas. Voici des images qui tomberont plus tard sous le coup de la censure. On y voit un Staline nerveux aux côtés de son rival Boukharine. On le voit même applaudir un discours de son ennemi juré, Trotsky. C'est l'acteur Kudryavtsev qui lui a appris à s'exprimer. Il lui conseillait d'articuler lentement et d'y mettre de la conviction. Il lui a appris comment prononcer un discours de chef, les règles à suivre pour y parvenir. C'était d'ailleurs tout à fait le contraire d'Hitler. Le Führer criait, mais excellait dans ses discours. Dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Mais cet acteur, ce Kudryavtsev, était un homme intelligent. Il avait la certitude que Staline aurait un plus grand impact sur les foules en s'exprimant lentement, dans un style mesuré. Le vrai Staline est né. Un homme calme mais souverain. Le père de son peuple. On le voit ici lors d'un discours au théâtre du Bolchoï. Son sujet favori, Lénine. Ces discours seront pressés sur disque, à des millions d'exemplaires. Il véhicule le mythe de Staline jusqu'au dernier village de Russie. Le dictateur choisit lui-même ceux qui auront l'honneur de se voir remettre un gramophone. Il connaît le pouvoir des médias. Staline et les femmes. Encore un mythe du culte voué au dictateur. Il prendra les maris et les fils de millions d'entre elles, des millions d'exécutions. Tout comme un autre célèbre dictateur. Mais à la différence du Führer, Staline est marié. Voici la tombe de Katarina Zvanidze, la première épouse de Staline, son amour de jeunesse. Elle meurt de tuberculose après 3 ans de mariage. Il ne l'aura pas beaucoup vue, mais il assiste tout de même à ses funérailles dans la ville de Tiflis. Elle est morte parce qu'il avait fait don au parti de tout l'argent qu'elle possédait. Il était un fervent révolutionnaire, prêt à tout. Il était considéré comme le bras droit de Lénine. Il ne se souciait guère des soins dont elle avait besoin. Elle est morte, il est resté seul. Les années passent. Au Kremlin, il a une autre femme, Nadezhda Alilioueva. Il se marie en 1917 alors qu'elle est encore adolescente. C'est une communiste convaincue. Rien de ce qui concerne le couple ne franchira les murs du Kremlin. 2 enfants naissent de cette union, Vassili et Svetlana. Nadezhda ne voit son mari que très rarement.
Il n'existe que 2 photos du couple en 15 ans de mariage. Si on regarde attentivement la photo dans la Rolls-Royce, on remarque que Staline est assis à l'avant, à côté du chauffeur, alors que sa femme est seule à l'arrière, comme délaissée. C'est la parfaite illustration de sa situation, seule et loin de lui. Nadezhda finit par s'évader de sa prison dorée au Kremlin. Elle veut continuer seule sa vie de femme active. À 30 ans, elle commence des études d'ingénieur à l'Académie de Moscou. Tous les étudiants qui arrivaient de leur village lui ont raconté l'immense pauvreté qui touchait les campagnes. Tous mouraient de faim. Ce récit l'a véritablement choquée et elle est allée en parler à Staline. Personne n'a plus jamais entendu parler de ces fameux étudiants. Elle a essayé de lui parler et ça l'a mis en rage. Staline n'était pas un mari ordinaire. Il venait de l'Est et avait pour tradition d'interdire à sa femme d'avoir une opinion différente de la sienne. C'était considéré comme une trahison. On imagine facilement les effets de la prise de pouvoir des soviets sur la vie de couple de Staline. Un témoin d'une scène entre le couple m'a raconté qu'elle lui avait dit « Tu as torturé tout le monde, aussi bien moi que le peuple. » 7 novembre 1932. C'est le 15e anniversaire de la Révolution d'octobre. Voici le beau visage affiché du communisme. Le monde parfait selon Joseph Staline. À Moscou, il a plaisir à voir le peuple danser. Mais dans les campagnes, c'est une autre histoire. La famine touche des millions de paysans. Le soir, une fête est organisée au Kremlin. C'est une somptueuse réception réservée à l'élite du parti. Mais au beau milieu de la soirée, une violente dispute éclate entre les Stalines. Ce soir-là, Staline s'est comporté de façon particulièrement odieuse avec elle. Il lui jetait du pain à la figure, il l'insultait. Il était si désagréable que la femme du ministre de la Défense, Voroshilov, a décidé de quitter la table. Il était si agressif que sa femme aussi s'est levée de table. Nadezhda, la femme de Staline, quitte la fête désespérée. Elle ne supporte plus cette situation. Les événements qui s'ensuivent n'ont toujours pas trouvé d'explication claire. Un coup de feu est tiré. C'est lui qui l'a tué. Peu importe comment il a fait. L'a-t-il tué de ses propres mains ou bien est-ce une incitation au suicide, comme c'est écrit dans le code pénal? Mais dans tous les cas, il est le seul responsable. Le mystère entoure encore aujourd'hui les véritables événements de cette nuit-là. Selon un rapport officiel établi avec le concours du dictateur, sa femme est morte d'une crise d'appendicite aiguë. Quand il l'a regardée dans son cercueil, il l'a repoussée d'un geste en disant ces mots « Elle était devenue mon ennemie ». Et d'après mon expérience, je dirais qu'elle avait compris la vraie nature de son mari. Et ce n'était pas l'image qu'il voulait qu'on ait de lui. Les sujets du royaume stalinien ne connaissent de leur souverain que le mythe, un mythe qu'ils vénèrent. Le premier toast que l'on portait à table était toujours pour le camarade Iosif Vissarionovitch. À l'école, les enfants chantaient des chansons et récitaient des poèmes sur lui. Staline fait des miracles. Au milieu des années 30, l'électricité arrive jusque dans les campagnes. La famine a disparu. L'Union soviétique est devenue une puissance industrielle. Des millions de morts,
Tel est le prix de cet essor économique. Des millions d'esclaves qui s'épuisent au travail dans les goulags de Sibérie, les camps de travail de Staline. La misère est indescriptible. Les victimes indénombrables, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des images de propagande sorties des studios de cinéma. Il n'est rien sur le sol soviétique qui n'a été conçu par le Père suprême. Staline fait maintenant les plans de la ville de Stalingrad. Mais c'est à Moscou qu'il veut construire le plus grand immeuble au monde, le Palais des Soviets. Au sommet, une imposante statue de Lénine. À cette époque, mon cercle d'amis, mes collègues de travail, tout le monde prenait Staline pour un formidable homme d'État qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Un homme qui avait réussi à transformer le pays en superpuissance à partir de rien. Le métro de Moscou, une fierté nationale, un véritable monument de marbre et de stuc. C'est Staline en personne qui inaugure son chef-d'œuvre. On le comparait au tsar Pierre le Grand. Il suivait ses traces. Il avait été l'instigateur des grandes révolutions industrielles et culturelles. Кто ведет нас от победы к победам, тому, кто завоевал нашу бесконечную любовь и преданность великому родному Сталину. Nous pensions être les témoins de la construction d'un nouveau monde. À la fin des années 30, Staline est une légende. Tous se prosternent à la simple mention de son nom. Pourtant, le vrai Staline ne reste qu'une vague silhouette. Peu de gens ont la possibilité de l'approcher de près. J'ai vu un groupe d'hommes approcher et au milieu il y avait un homme de petite corpulence. Je l'ai regardé en me demandant qui ça pouvait bien être. Puis je me suis rendu compte que c'était Staline. Il avait le visage vérolé et les épaules tombantes. Sur les portraits, on le voyait toujours comme quelqu'un de belle carrure. De la fiction à la réalité. La réalité du national-socialisme. Tout ce qui sort des studios de cinéma est soumis à l'approbation du despote. Tous ont des instructions strictes, y compris les caméramens. Il avait un double menton et il le savait. Quand on le filmait, ce devait être de face et il devait baisser un peu la tête, comme ça. Mais quand il oubliait, on voyait son double menton et on devait couper la scène. Telle est l'image qu'il veut donner de lui. Celle de son alter ego, l'acteur Mikhail Gelovany. Jouer Staline fut le rôle de sa vie. Il jouait Staline avec tellement de justesse que Staline lui-même, en regardant un bout de film, croyait parfois que c'était vraiment lui. Ce qu'il voulait, c'est avoir l'air important à l'écran. Il voulait que tous le voient comme un dieu, un guide. C'était typique du personnage.
Staline adore le cinéma. Son film préféré est Volga Volga. Il a vu ce film des dizaines de fois. Quand il rentrait éreinté des meetings, il disait « Et si on regardait Volga Volga ?» Il va jusqu'à envoyer le film au président des États-Unis. À la Maison-Blanche, on se demande s'il ne contient pas un message codé. Les instructions du réalisateur Alexandrov sont claires. Il doit mettre en avant la vie merveilleuse des citoyens soviétiques. Staline adorait l'actrice Orlov. Une fois, au cours d'une réception, il a dit au réalisateur Alexandrov « Occupez-vous bien d'elle, si vous ne le faites pas, je vous fais fusiller ». C'était une blague bien entendue, mais c'est le genre d'humour qui vous fait froid dans le dos. Cette blague de Staline est pourtant proche de la réalité de tous les jours. Les trains de marchandises remplis de déportés en partance pour le goulag se succèdent à un rythme infernal. Des camps de prisonniers dont on ne revient jamais. Mais ici aussi, le mythe est présent. Je me souviens que pendant le voyage, quelqu'un a chanté « Je ne connais aucun autre pays sur cette terre où le cœur des hommes bat aussi librement ». Bien entendu, c'était un peu de l'autodérision. C'était une chanson très populaire. Tout le monde la chantait, moi y compris. Et nous le faisions avec beaucoup d'enthousiasme. C'était notre vie, notre espoir. Le 22 juin 1941. Le second tyran de l'époque a lancé son attaque. Rien ne semble pouvoir arrêter sa marche victorieuse. Fin octobre 1941, les armées nazies sont aux portes de Moscou. 7 novembre. L'aube se lève sur la ville assiégée. La parade commémorative de la Révolution d'octobre a bien lieu, malgré le danger. Staline lance un message au monde entier. La chute de Moscou n'aura pas lieu. Mais un visage manque cruellement sur les images, celui de Staline. À 8 heures du matin, l'heure à laquelle on est arrivé sur la place rouge, la parade était quasiment terminée. On restait là, la tête chancelante, mais on n'y pouvait rien. Pour des raisons de sécurité, la parade a été déplacée et écourtée. L'équipe de tournage n'a même pas été prévenue. L'équipe a reçu l'ordre de Staline de se rendre au Kremlin pendant l'après-midi. On s'est retrouvé dans une pièce avec les fenêtres ouvertes. À chaque fois qu'on respirait, la buée sortait de notre bouche. On a monté une partie de la tribune et installé des micros. Le discours de légende sur la place rouge n'est en fait qu'un montage. Ce qui sera regardé dans le monde entier sort en fait des studios du Kremlin. Mais le discours est écouté dans toute la Russie, et particulièrement par les soldats au front. L'opérateur radio est sorti du bunker en hurlant « Staline parle !» On a couru à l'intérieur de l'abri. Le son était très mauvais. Il parlait de Moscou assiégé. À cette occasion, Staline fait un total revirement idéologique. Il en appelle au patriotisme russe, à l'esprit d'Alexandre Nevsky, aux grandes victoires des dynasties tsaristes. Pendant quelques heures, je me suis vraiment senti proche de lui. En décembre 1941, les armées staliniennes lancent une contre-offensive victorieuse. Les troupes allemandes sont définitivement repoussées. Staline préfère gagner la sécurité de son abri, sa datcha de Koutsenvo, aux environs de Moscou.
Staline, le seigneur de guerre, n'a aucunement besoin d'apparaître dans les médias. Son mythe suffit amplement. Au lendemain de la guerre, Staline finit par se montrer à nouveau à son peuple. Moscou, le 25 juin 1945. Le vainqueur célébrant son triomphe en uniforme de généralissime. Quand la guerre s'est enfin terminée victorieusement, Staline a bien sûr renforcé son image de dieu vivant, de héros. Tout le monde était prêt à se battre pour lui, à fondre sur Berlin, Königsberg et bien d'autres villes d'Europe. C'est une période inoubliable. Staline, le victorieux, s'envole pour Berlin. En réalité, c'est un voyage qu'il n'effectuera jamais. Une mise en scène orchestrée par le réalisateur favori de Staline, Mikhail Chiorelli. Les membres du Politburo se réunissent pour visionner les images pour la première fois. Les images défilaient. Mon père était assis dans le fond. Tout le monde avait les yeux rivés sur l'écran. Seul mon père observait les réactions de Staline qui pouvaient décider de sa vie ou de sa mort. Pendant la scène où Staline descend de cet immense avion sous les vivas des Berlinois, mon père a remarqué que le dictateur essuyait ses larmes. Ce n'est qu'à ce moment-là que mon père a enfin pu décompresser. Il savait qu'il était sauvé. Staline a adoré le film. À la fin de la projection, il est allé voir mon père, lui a tapoté l'épaule en lui disant « Bravo mon garçon, bravo ». Puis il a dit avec une petite pointe d'amertume « Si seulement je l'avais fait, si seulement j'étais allé à Berlin ». C'est un autre homme qui célèbre sa victoire à Berlin, le maréchal Choukov, lors de la parade des Alliés. Mais Choukov s'apprête à tomber en disgrâce, Staline lui reprochant de s'octroyer des décorations qui lui reviennent de droit. C'était lui le général en chef, c'était lui qui avait gagné la guerre. C'est pour cette raison qu'il s'est débarrassé de lui. Le peuple associait la victoire à Choukov, pas à Staline. Staline ne paraît qu'à Potsdam pour le partage du monde. Il est à l'apogée de son pouvoir. Mais c'est un homme aux abois. Comme toujours, le retour s'effectue à bord de son train particulier totalement hermétique. Il avait un instinct de survie très développé. On pourrait parler pendant des heures de son train au système de sécurité ultra perfectionné et de ses véhicules blindés. Personne ne pouvait s'attaquer à lui. Staline est un dictateur solitaire. Voici Kuntsevo, sa datcha, un palais particulièrement bien gardé, à 12 minutes en voiture du Kremlin. Seuls certains hommes triés sur le volet y ont accès. Sa vie de famille est un véritable désastre pendant les dernières années de sa vie. Une photo aux côtés de Vassili et Svetlana, les deux enfants qu'il a eus avec Nadezhda. Vassili, un jeune homme au caractère affirmé, quitte rapidement l'école pour faire une carrière de pilote dans l'armée. Son père, rarement présent, fait de lui le plus jeune général de l'armée soviétique. Vassili avait constamment peur de son père. C'était déjà le cas pendant son enfance. Et pendant sa carrière de général dans l'armée de l'air, décoré de toujours plus de médailles, il craignait tellement son père qu'il en tremblait littéralement. C'était affreux. Toute notion de famille avait disparu. Il buvait. C'est dur pour moi de dire ça, mais c'est ce qu'il a détruit.
Je me souviens d'un jour où Staline est arrivé trop tard pour assister à une parade aérienne. Vassili Staline était le chef de patrouille. Je ne dis pas qu'il était complètement saoul, mais il avait pris une gorgée de cognac. Il portait le drapeau, ce qui n'arrangeait pas les choses. C'est toujours compliqué pour des parents quand leur fils tourne mal. J'avais de la peine pour Staline. Détesté et craint par ses camarades, Vassili ne doit son salut dans l'armée qu'à une seule et unique chose, son patronyme. Je me souviens qu'une fois, il avait trop bu, comme d'habitude. Et je lui ai dit, stop, tu as assez bu comme ça. Là, il a pris le revolver qu'il portait en permanence et il m'a dit, j'ai deux portes de sortie. La première, c'est l'arme que j'ai dans les mains. La deuxième, c'est la bouteille. Tant que mon père est en vie, je ne pourrai pas vivre autrement. Des deux enfants de Staline, Svetlana est sa préférée. C'est la seule personne à qui il permet d'être proche de lui. Et il la surnomme sa femme au foyer. Elle est également la seule à lui donner des ordres. J'étais aussi sa petite chérie parce que j'étais bonne à l'école. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'y avais causé aucun souci ou problème. Il m'en était très reconnaissant. Mais en grandissant, elle n'a fait que lui causer des ennuis. Elle refusait de l'écouter. Elle a même divorcé. Il n'a jamais connu ses petits-enfants. Comme il le laisse entendre dans ses campagnes de propagande, Staline est entièrement dévoué à son peuple. Selon ce qui se dit, si on aperçoit la lumière d'une bougie au Kremlin, c'est qu'il travaille toute la nuit. Cette lueur sert en réalité au service secret. Staline est bien présent, mais uniquement au cinéma, où on le voit accueillir ses fidèles au Kremlin. Il y joue son rôle favori, celui d'un homme modeste. Спасибо вам, Варвара Михайловна. Спасибо. От имени Родины. Retranché dans sa datcha de Koutsevo, le véritable Staline craint son peuple, tout comme ses vassaux. Tout au long de sa vie, il a fait preuve de beaucoup de méfiance. Et plus il avait de pouvoir, plus ça empirait. Il était persuadé qu'on voulait prendre sa place. Staline se croit entouré d'ennemis. Désormais, il n'a plus confiance en personne, même plus en lui-même, comme il aime à le rappeler. Mais plus que tout, c'est son médecin qu'il redoute. Il a eu la grippe. Comme d'habitude, il a fait appeler son médecin de la clinique du Kremlin. Il l'a examiné, puis lui a prescrit des médicaments qu'il avait justement avec lui. Enfin, il est parti. Après ça, Staline a appelé un membre du parti qu'il connaissait pour l'envoyer acheter les médicaments chez un pharmacien en dehors de Moscou. Il avait jeté ceux que lui avait laissés son médecin. Lorsqu'en 1953, il agonise pendant des jours sur son lit de mort, il ne reste plus personne pour lui venir en aide. Sa dernière apparition en public. Une façade, tout comme son mythe. Vassili est soûl, même en ce jour funeste. Peu après la mort de son père, il sera renvoyé de l'armée et passera le plus clair de son temps en prison. Svetlana, l'amour de Staline. Elle fuira plus tard un pays créé de toutes pièces par son père. Beria est l'homme à qui on a attribué l'empoisonnement de Staline. 3 mois après ces images, il sera exécuté sur l'ordre du successeur de Staline,
Nikita Khrouchtchev. C'est également lui qui, 3 ans plus tard, dira de Staline qu'il était un criminel et fera disparaître la dépouille de l'ancien dictateur du mausolée de Lénine. Staline aura emporté dans sa tombe pas moins de 20 millions de victimes. Très peu sont dans la confidence. Il était l'incarnation du diable. La vedette du cinéma disparaît à son tour. Son œuvre tout entière tombe aux oubliettes. Le film sur la révolution d'octobre est censuré et Staline ne fait même plus partie des figurants. Alors qu'autrefois, le film racontait la légende du compagnon d'armes de Lénine, c'est maintenant un marin qui prend sa place sur l'image. La fin d'un mythe.